Bonjour les amis. À l'initiative de l'association Imagine BZH de Vannes, nous allons interviewer Tigrane, auteur, éditeur de Mama Édition, et qui est venu hier soir sur l'Orient pour une conférence remarquable, l'exploration du chamanisme à travers le monde. Bonjour Tigrane. Bonjour Chantal et merci beaucoup à l'association Imagine.bzh pour cette opportunité de partage. Magnifique les amis, si vous ne savez pas quoi lire cet été, je vous promets que vous allez vous régaler avec deux trilogies. Une trilogie en terre mongole et une autre en terre amérindienne. D'abord quelques points Tigrane, parce que vous êtes auteur, donc éditeur. Vous êtes quelqu'un d'assez exceptionnel parce que vous avez une formation dite plutôt classique. Ouais. Vous avez enseigné l'ethnomusicologie, donc ethno-musique du monde, les plantes sacrées. Vous avez mené pendant 30 ans votre barque chez Mama Édition. Vous nous faites connaître de très grands auteurs qui sont aussi venus en conférence ici. Ouais. Nous vous remercions pour cela. Est-ce que vous pourriez dire quand même ces quelques mots de votre vie, non pas intime, mais de cette vie professionnelle, mais aussi d'homme? Oui, alors effectivement il y a une sorte d'entrelacement depuis le début entre le privé et le professionnel. Et au fil de mon parcours, cette frontière a été de moins en moins étanche, on pourrait dire. Dans le sens où quand on a la chance de vouloir réaliser ses rêves et de ne pas abdiquer par rapport à certains espoirs qui sont parfois balayés après l'enfance ou l'adolescence, on finit avec un petit peu de chance et l'aide non seulement parfois d'enseignants, de professeurs, de maîtres, mais aussi de la vie, de synchronicité, de hasard, entre guillemets, à estomper cette frontière étanche entre ce qui parle à votre cœur, votre âme, et à ce qui fait bouillir la marmite au quotidien. Donc pour moi, après une formation en lettres et arts à la Sorbonne, en musicologie, je me suis spécialisé sur l'ethnomusicologie tout en dirigeant des formations musicales et vocales, surtout dans la musique classique et la musique sacrée en fait, et notamment des chœurs d'enfants. En parallèle de ça, j'ai commencé à voyager de par le monde pour enregistrer dans le cadre de l'ethnomusicologie sur différents continents en fait. Ce qui m'a amené assez rapidement à ce qu'on appelle les musiques de trance. Ces musiques de trance, alors que j'avais 20 ans, que je venais de passer mon diplôme de musicologie donc à la Sorbonne, m'ont ouvert à non seulement des connaissances en termes d'ethnomusicologie, des expériences, on pourrait dire ethnographico-anthropologiques, mais aussi des expériences tout court. Et là, c'est le moment où les repères de ce qui était pour vous les frontières du réel, du quotidien, de ce qui est possible et pas possible, de où s'arrête le raisonnable et où commence l'intangible, tout ça a été très chahuté, pour ne pas dire à voler en éclats, au contact de ces tribus, au contact de ces musiciens qui parfois venaient de cultures très sophistiquées, parfois de cultures beaucoup plus ethniques, mais qui à travers les musiques de trance, m'en suis-je aperçu alors, ne faisaient pas que faire de la musique. Ils soignaient, ils changeaient l'atmosphère de certains lieux, ils optimisaient la cohérence de la tribu, ils participaient à toutes sortes de rituels qui, au-delà des religions, au-delà des croyances, pouvaient revêtir un caractère sacré. Donc pour répondre à ta question, c'est quand j'ai senti ce caractère sacré au-delà de la musique, et des musiques que parfois nous on considère au contraire comme profanes avec notre œil d'occidental. C'est quand j'ai compris qu'au-delà de notre étiquette de musique qui n'était pas de la musique d'église, cette musique-là était complètement sacrée et parfois, osons le dire, guérisseuse. Alors on ne peut pas dire que c'est scientifiquement prouvé, mais quand on voit une femme médecine, une sage-femme, un guérisseur, un chaman, un curandero, utiliser la musique pour amplifier son état de conscience, pour appeler certaines facultés, certaines alliances, certains pouvoirs peut-être, et faire du bien, que ce soit pour soulager un bobo physique ou que ce soit pour apaiser une souffrance mentale, on s'aperçoit que cette musique a un rôle et qu'au-delà du débat sacré ou pas sacré, comme certains scientifiques le disent aujourd'hui, tout est vibration.
et que cette musique, par le pouvoir de la vibration, va réharmoniser aussi bien une personne, un individu, qu'une tribu entière. Finalement, cet enseignement que vous avez reçu dans votre enfance, dans votre vie de jeune homme puis d'adulte, confortait ces visions que vous aviez eues enfant. Oui, c'est ça. La graine a été semée, Oui. on pourrait dire, dès la petite enfance. Ce sont des choses que sur le moment, quand on est enfant, on n'a pas forcément les mots et les concepts, on ne cherche pas à comprendre, juste on vit une expérience qui sort de l'ordinaire. Moi, sans la détailler, puisqu'elle est au début du tome 1 de l'aventure mongole, la première trilogie de la saga Shaman, il y a eu une expérience dans un contexte tout à fait quotidien et normal, puisque c'était un cours de gymnastique collective dans une école. Il ne s'agissait pas d'être en extase devant un coucher de soleil exceptionnel. Mais néanmoins, ce genre d'expérience qui, moi, m'est arrivé à 6 ans, et il y a eu des précédents avant, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire le sentiment que tout d'un coup, le monde change. Ce qui vous paraissait solide et le plus réel paraît incroyablement creux. Et ce qui vous paraissait vide et pas très digne d'observation, comme l'éther, vous paraît tout d'un coup habité de présence riche d'énergie. Et là, il y a quelque chose où les mots s'arrêtent à décrire ce que l'on perçoit dans ces états de conscience amplifiés qui peuvent être synonymes d'éveil spirituel. Il y a eu un avant et un après. Quand on est enfant, encore une fois, on ne cherche pas à le catégoriser. Mais 10, 20, 30, 40 ans après, au contact de ces peuples ou dans d'autres expériences, en dirigeant un chœur dans une église, dans un spectacle complètement naturel où on a un sentiment de fusion avec la nature, à la lecture d'un livre. Et vous qui êtes libraire, vous savez à quel point des livres peuvent être également de véritables enseignants, de véritables maîtres. Tout d'un coup, on s'aperçoit que cette expérience fondatrice de la petite enfance a semé une graine, a donné un diapason, vous a doté d'une sorte de sonar qui vous permet de reconnaître au fil du temps, dans la nature, dans des relations avec des gens, dans des rêves, dans parfois des expériences qui sur le moment peuvent paraître très négatives. Un accident, une maladie, une épreuve initiatique, quelque chose de très terrifiant, de très déroutant. Des jalons qui sont très signifiants, qui ne sont pas là par hasard, qui sont en fait avec le recul comme autant de perles enfilées sur ce même fil, dont le premier maillage était peut-être cette expérience de la petite enfance, qui tout en paraissant décorrélée du reste, puisque c'était la première d'une série, vous a ouvert à autre chose, vous a ouvert à comprendre et sentir en vous-même, au-delà de l'intellect. Il ne s'agit pas de savoir, il s'agit de ressentir, que l'on est plus qu'un individu limité aux frontières de son corps, que l'on est bien davantage que ce que l'on pourrait nous apprendre, et qu'il y a tant à découvrir au-delà des frontières du réel. Alors dites-nous, parce que 2 trilogies, ça veut dire 6 livres que vous avez classés dans les initiatiques, vous êtes quand même éditeur et vous mesurez l'ampleur de ce travail. 6 livres. Et on va vers une histoire complètement qui nous imprègne, qui nous bouleverse et qui nous entraîne. Vous allez nous dire l'histoire de ce jeune garçon Tongri, comment il arrive en terre mongole et va être attendu et initié et désigné. Vous parlez de désignation même, je trouve ce mot très fort. Est-ce que vous nous racontez justement ce début de trilogie pour amener notre lecteur à dire mais c'est absolument fantastique. Alors effectivement, nous on est dans notre quotidien parfois, on suit un fil, on a l'impression qu'on a programmé un voyage, en l'occurrence partir avec son sac à dos 15 jours en Asie centrale et en échange du gîte et du manger. On s'occupe du bétail, on s'occupe de chevaux, de rennes, de yaks et donc on est hébergé et nourri. Et on se dit que voilà, c'est ce qu'on a programmé, on est sous contrôle, ça fait partie de notre plan de découverte. Et puis en fait, il se passe d'autres choses. Mais vous ne le savez pas. C'est-à-dire qu'il y a parfois dans ces tribus des gens qui sont des spécialistes de la communication avec l'invisible et qui sont des maîtres dans le fait de se relier à, j'allais dire, des espaces-temps où ni l'espace ni le temps n'exercent leur cadre qui nous paraît tellement rigide et linéaire dans cette réalité-ci. Je m'explique.
quand ils accèdent au monde de l'invisible, au monde des esprits, à la communication avec des esprits alliés, que ce soit l'esprit d'un animal, l'esprit d'un lieu, l'esprit d'un arbre, d'un ancêtre, d'un défunt, etc. On a le sentiment, quand ils vous décrivent ces champs vibratoires, ces autres plans de conscience, que ce sont des endroits, et c'est ce dont on fait l'expérience quand on a le privilège d'y être invité, qu'on y est parfois poussé aussi, on a l'impression de connecter avec une sorte d'éternel présent. Il n'y a plus cette linéarité passé, présent, futur, il n'y a plus cette verbalisation, il y a une sorte de synchronicité de tous les endroits, de tous les espaces, et on peut accéder, alors dans nos traditions, certains appelleraient ça l'inconscient collectif peut-être, d'autres là-bas appellent ça le monde des esprits, en Mongolie le grand ciel, Tangiri, chez les Amérindiens, Wakantanka, le grand esprit. Peu importe le mot qu'on met dessus, peu importe nos religions, peu importe nos croyances, il y a là un fond commun qui embrasse l'humanité entière par rapport à nous dire: on peut être obnubilé par la surface des choses, croire que tout est sous contrôle et que le sens s'arrête aux limites de ce qui est scientifiquement démontrable, mais en fait il y a bien plus. Vous avez oublié que vous le saviez jadis, on ne sait plus que on sait, mais c'est en nous. Et si on continue de l'ignorer, voire même de le négliger, il se peut qu'on se sente un petit peu incomplet, un peu qu'on perde de la joie, qu'il manque une sève dans l'existence, un sens plus profond à l'âme qui pourtant donne ses lettres de noblesse, non pas à être spectateur de son quotidien, mais à devenir acteur et co-créateur de sa réalité. Alors pour devenir co-créateur de sa réalité, dans ces tribus, effectivement, il y a des gens qui voient les choses d'un œil tout à fait différent. Et cette grand-mère adoptive, Otarjanat, elle attendait le narrateur. C'est-à-dire, elle avait déjà eu un rêve où elle voyait un jeune occidental qui arrivait, et qui arrivait non seulement pour rester, mais pour faire bouger les lignes au sein de la tribu, recevoir certaines transmissions. Et on ne reçoit pas certaines transmissions si on n'a pas la confirmation d'une désignation, pour répondre à ta question. Comment a-t-on la confirmation de cette désignation ? Elle voit ce jeune homme arriver un jour, elle s'aperçoit que c'est très probablement l'incarnation qui correspond à l'esprit de ce jeune homme qu'elle a eu en rêve, donc une sorte de prévision, de rêve prémonitoire, ce qui est normal pour une chamane qui pratique beaucoup également la médiumnité, qui a plusieurs cordes à son arc. C'est quelque chose de très très polyvalent, très multidimensionnel que le chamanisme. On est peut-être moins spécialisé que dans nos campagnes quand on dit, car nous avons aussi ces soigneurs, ces guérisseurs et ces maîtres de l'invisible, qu'on les appelle rebouteux, qu'on les appelle barreurs de feu, qu'on les appelle... Il y a des traditions chez nous, plus ou moins cachées, qui remontent à la nuit des temps. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour les découvrir. Mais eux qui sont très très polyvalents et qui cumulent parfois plusieurs cordes à leur arc en les empruntant à des esprits alliés, passent en fonction des besoins de telle à telle spécialité. Et justement, une fois que le narrateur arrive et qu'elle se dit « c'est lui », elle va le vérifier, c'est-à-dire elle va en quelque sorte le scanner. Donc à ce moment, ces doyennes de tribus utilisent un autre regard. Elles ne regardent pas avec leurs deux yeux. Elles regardent aussi avec le cœur, on pourrait dire, par rapport à sentir si l'intention de l'autre est pure, si sa motivation est exemplaire. Elle regarde, on pourrait dire aussi dans d'autres traditions, peut-être avec le troisième œil, c'est-à-dire pour scanner au-delà de son enveloppe physique, au-delà de son intention et de ses motivations, de quoi il est entouré, est-ce qu'il est parasité ou pas, est-ce qu'il est doté de certaines consciences ou pouvoirs qu'il n'a pas encore conscientisé et qu'il faut l'aider à intégrer. Et une fois qu'elle a ce regard, elle ne peut pas le dévoir. Et vous, quand vous êtes scanné par quelqu'un qui vous passe ainsi au crible, vous sentez bien qu'il se passe quelque chose. Vous êtes passé dans une sorte de multiradar, multisonar, vous êtes nu comme un verre au premier jour, et vous sentez que quelqu'un capte de vous quelque chose que vous-même, vous ne connaissez pas de vous-même, comme si elle avait accès à d'autres couches, à des rapports avec vos ancêtres, à des rapports avec des territoires pas encore explorés, et peut-être même avec une sorte d'estimation des probables par rapport à ce qui fait partie de votre chemin de vie. C'est là qu'intervient la désignation, et c'est là qu'intervient la confirmation de la désignation. C'est-à-dire que traditionnellement, dans ces cultures-là, il peut y avoir 3 événements marquants et majeurs qui, sur le moment, peuvent paraître terrifiants et très déstabilisants, qui sont que, à partir du moment où vous avez été vu et où la personne est sur le point de vous désigner, c'est aux esprits et à la nature de vous désigner.
et non pas à quelqu'un qui pourrait se tromper. Ces 3 axes principaux sont la morsure d'un animal, et ça peut être la morsure d'un animal sauvage, ça peut être une morsure infectieuse qui va vous amener à travers des fièvres, des transes, des états de conscience modifiés, amplifiés aux frontières de la mort. Ça fait partie de l'initiation, ça fait partie du chemin, ça fait partie du lâcher-prise, et au-delà de la confiance, de la foi. Ça peut être d'être frôlé par la foudre, c'est quelque chose de très important dans ces traditions. La foudre, c'est également la lumière, c'est également les géants du ciel, c'est également une forme de puissance que nous-mêmes humains n'arrivons même pas à canaliser, stocker et contenir, alors qu'elle pourrait résoudre bien des problèmes énergétiques. Et enfin, ça peut être quelque chose qu'on appelle la maladie du chaman et qui correspondrait à une méga nuit noire de l'âme, pour prendre une expression qui est à la mode chez nous, et qui va vous emmener aux confins d'une épreuve avec vous-même, qui va vous demander en quelque sorte à mourir à vous-même, mais cette petite mort est finalement synonyme de renaissance. Alors Tangri, il est là, donc désigné, accueilli, bien sûr il va être initié, mais il rencontre l'amour. Et vous avez cette façon de parler de l'amour avec un grand A, bien sûr. Cette rencontre avec cette femme chamane qui, d'emblée, est plutôt réservée, entre guillemets, à un autre clan, à son clan. Comment cette alchimie va se vivre entre ces 2 êtres, et nous verrons qu'ils vont être ensemble, ils vont offrir au monde 2 enfants, un en terre mongole, un en terre amérindienne, et que ça a tout son sens. Et j'ai trouvé, et vous l'aviez très bien exprimé hier soir, cet amour, il dépasse même l'entendement parce que vous prêtez une attention très sensible à la douceur. Oui. En fait, cette quête spirituelle, elle est entrelacée d'une aventure amoureuse. Et il ne s'agit pas seulement d'une synchronicité et ça se passe en parallèle au même endroit dans le même temps. En fait, le narrateur va finir par comprendre que l'un fait partie de l'autre. On est humain incarné. Tout ce qu'on explore, tout ce qu'on appelle parfois chez nous l'ésotérisme, mais ça n'a rien d'ésotérique en fait. C'est une spiritualité ici qui se doit d'être intégrée et d'avoir une application au quotidien et de faire du bien très concrètement ici et maintenant dans votre corps enraciné, stabilisé. Vous devez en retirer un bienfait, ça doit apporter de la douceur, du bienfait aux autres. Donc il y a une sorte d'enracinement et d'ancrage dans ces formes de spiritualité très vivantes, très incarnées, qui sont en connexion avec les esprits de la nature et qui sont toujours rappelés à l'ancrage dans notre corps ici et maintenant, car nous sommes humains et nous sommes ici pour vivre sur cette planète ce que nous avons à découvrir, y compris dans des sphères qui peuvent paraître très spirituelles. Donc elles sont spirituelles, mais plus vous vous élevez vers la lumière et plus vous devez ancrer et approfondir votre enracinement pour vous permettre de canaliser et d'intégrer ça avec une stabilité proportionnelle à ce qui est là-haut. Et comme on dit, ce qui est en haut, ce qui est en bas, on parle du très haut. Christian Bobin disait « Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas le très bas avec un T majuscule et un B majuscule ?» Cette image de l'arbre et de son enracinement, ce n'est pas qu'une métaphore, c'est un véritable enseignement. Et plus on veut aller loin de ce point de vue-là, plus il faut veiller à ses fondations, car c'est là que tout repose, et c'est notre rôle ici et maintenant, non pas de sortir en permanence de notre corps, non pas d'aller chercher à l'extérieur, mais d'intégrer cette spiritualité dans notre réalité d'être humain vivant et incarné. De ce point de vue-là, l'aventure amoureuse fait partie intégrante de cette quête spirituelle. Et ce que le narrateur ne comprend pas sur le moment, ça lui paraît une histoire impossible, puisqu'elle est promise au chef d'un autre clan, et que toute la tradition de ces clans-là va être contre l'arrivée d'un étranger qui ne fait pas partie de la culture, et le fait de commencer à voir que le champ des probables va être agité par cette relation, cette attirance entre cette jeune femme qui parle très très peu, comme dans ces peuples souvent, qui enseigne plus par le geste, par l'acte, parfois même par la seule présence, ce qui est extraordinaire, et bien tout d'un coup il va s'apercevoir qu'il y a là peut-être quelque chose qui fait partie de son destin, et la chamane va les laisser avancer dans cette direction,
parce qu'elle voit que ça fait partie intégrante de sa venue dans cette tribu que de faire bouger les lignes. Autrement dit, le chamanisme qui est source de transformation doit se transformer souvent lui-même pour survivre, pour s'adapter à l'évolution, aux rapides mutations de notre société. Et dans cette optique-là, la chamane a la sagesse, l'ouverture d'esprit de ne pas être conservatrice par rapport aux traditions mongoles, mais de s'ouvrir au fait qu'il est temps que les lignes bougent. En tous les cas, vous autorisez, nous n'en aurons pas le temps, mais des thèmes très importants. L'enracinement. Nous allons voir que Tangri va passer 10 ans en terre mongole pour aller en terre amérindienne, on va y revenir. Vous parlez de l'homme, vous parlez du peuple, de l'accueil de l'homme sur la terre, quel que soit, il n'y a pas de frontières finalement. Il y a quand même cet aspect très important, on en discute aujourd'hui, que l'homme soit accueilli sur n'importe quelle terre, sur n'importe quel continent, puisqu'il s'agit de notre terre-mère. Alors, bien entendu, on pourrait passer des heures, parce que il y a une trilogie en terre mongole, et on va voir qu'il y a une initiation, une transmission, et puis Tangri avec son épouse et son Seda, leur fille, vont partir en terre amérindienne. Une autre culture, une autre force. Et c'est encore quelque chose de très fort, puisqu'on va y trouver encore ce travail de transmission et d'initiation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots cette force, cette énergie, cette présence en terre amérindienne qui relie finalement ces continents, ces hommes, et je l'imagine tel un arbre, les racines s'entrecroisent. On n'a probablement pas attendu Christophe Colomb pour que, j'allais dire, le tigre et le jaguar dialoguent de concert. Il y a effectivement des dénominateurs communs dans les traditions des hommes et des femmes médecines d'Amérique, comme du chamanisme mongol ou de Sibérie, puisque c'est chez les Tungus que vient ce mot de chaman, qui sont extrêmement troublantes, notamment autour du jeu de loi, jeu initiatique s'il en est, et de dizaines de symboles et de chiffres et de mouvements très très précis qui sont tellement identiques qu'on ne peut pas croire à un simple hasard. Pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à cette terre et à accueillir l'homme sur terre au-delà des frontières géographiques, ces traditions insistent beaucoup sur le fait qu'au-delà du grand esprit, il y a également la terre-mère. Cette terre-mère est un être vivant. On retrouve ici l'hypothèse Gaïa de Lovelock. On est sur un même navire, on respire ce même air, nous sommes sur ce même vaisseau de terre nourricière. Ce qu'on lui fait, on le fait à nous. Ce qu'on ne lui fait pas, on ne le fait pas pour la transmission qui va incomber à nos enfants. Nous ne sommes pas propriétaires de cette terre, nous sommes les jardiniers qui devrions prendre soin comme d'un être vivant nourricier, comme de notre seul et unique vaisseau ici, ce qui, pour ces peuples-là, a une véritable portée spirituelle. On ne parle pas ici d'écologie ou de mysticisme, on parle de quelque chose de très très ancré par rapport au fait de respecter tous les règnes, car ce respect de tous les règnes est le signe de l'universel et nous rappelle notre unité au monde, au-delà de nos segmentations très très cartésiennes, très occidentales, mais qui ont leurs limites une fois qu'on fait cette expérience de l'ineffable. Par exemple, dans ces cultures, à partir du moment où vous vous ouvrez à une certaine communication avec l'humain, plus en profondeur, plus en ouverture, vous découvrez également des formes de communication avec le règne animal, puis pourquoi pas le règne végétal. Et du règne végétal, ça paraît étrange, mais avec le règne minéral également. Et du règne minéral, pourquoi pas au règne spirituel. Donc ces frontières sautent et vous découvrez avec un grand soulagement un sentiment d'adhésion au monde, mais aussi au monde, AUX et MONDES, car tous s'interpénètrent pour une symphonie dont les limites nous échappent complètement. C'est une des parties de cet enseignement qui fait que quel que soit le pays où vous voyagez, vous pouvez vous sentir chez vous sur cette planète et votre maison de référence n'est plus telle ou telle nation,
mais votre maison de référence, c'est cette terre-mère nourricière, c'est ce principe féminin de Gaïa, qui est le pendant ici, sous nos pieds, du grand esprit. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est très important pour compléter l'extérieur et l'intérieur. Et c'est ce à quoi accède finalement le narrateur à la fin du premier tome. Et c'est peut-être, pour le résumer en des termes simples, le fait qu'on peut chercher une meilleure maison, un point d'ancrage, sa vie durant, dans différents pays, dans différentes situations. Mais finalement, comme il le dit à la fin de l'aventure mongole, ce que l'on découvre, c'est que sa vraie maison, on la porte en soi. Et comme il le découvre finalement avec la naissance de leur fille Seta, j'ai trouvé ma vraie demeure, et le cœur est ma demeure. C'est absolument magnifique. Je voudrais souligner, parce que c'est important, Tigrane, la qualité de vos couvertures. C'est absolument... Je tiens le tome 4, Le chemin chaman, et avant même d'ouvrir le livre, je me suis laissée absorber par cet animal qui venait me rencontrer et me saluer. Et il salue le lecteur. Et je rends grâce pour ça, parce que sur chaque couverture, il y a une rencontre. Et une rencontre qui nous amène, qui nous conduit à vivre l'histoire, à vivre les deux trilogies. Quand on lit ces 6 contes, et sachez que vous pourriez le lire à voix haute à des adolescents notamment, ça veut-il dire qu'elles vont être poursuivies? Est-ce que ces 2 trilogies vont être poursuivies par une autre trilogie? Non pas pour dire j'écris pour écrire, ce n'est pas ça. Mais on voit bien qu'il y a une transmission, et une nouvelle transmission, et une épopée qui continue, parce que nous n'en avons jamais fini de marcher. Oui, alors on a coutume de dire jamais 203, et effectivement, il se pourrait qu'il y ait une 3e trilogie qui est déjà amorcée, et qu'avec ce cycle de 3x3 et ce chiffre 9, on boucle peut-être la boucle, après l'aventure mongole puis l'aventure amérindienne, vers d'autres territoires, peut-être aussi vers d'autres temps, d'autres connaissances, d'autres enseignements, d'autres correspondances, et que l'on étoffe en franchissant encore d'autres frontières, qui celles-ci ne seront peut-être pas géographiques, un message dont la portée et les limites nous échappent. Moi, je n'en suis que l'humble transmetteur, rien n'est planifié de mon côté. J'essaye d'obéir le plus fidèlement possible sans interférer. Vous avez été, quoi qu'il en soit, guidé. Je voulais saluer, parce que vous le faites dans le premier tome de la 2e trilogie. Vous rendez hommage à une auteure et une de vos amies, Brigitte Pierzac, qui est elle-même chamane. On sent votre profonde complicité, amitié, universalité avec les hommes et les femmes que vous rencontrez. Et c'est pour ça qu'en tant qu'éditeur, on peut, nous, en tant que libraire, vous remercier de nous proposer ces hommes et ces femmes qui vont changer ou transformer eux-mêmes l'humanité. On vous remercie pour ces 2 trilogies. Je voudrais vous entendre pour quelques mots. Vous avez parlé de confiance et plus encore de foi pour cette humanité en mouvement et en turbulence, mais à la fois pour laquelle vous êtes très présent. Les crises sont parfois des crises de croissance, et il y a des événements dans la vie de chacun, et peut-être à l'échelle des sociétés, et pourquoi pas de l'humanité, où ce qui paraît sur le moment très troublant, voire négatif, s'avère avec le temps avoir été un tremplin. Une épreuve, mais une épreuve qui, si elle est surmontée, vous permet de repousser les limites de l'horizon. Et comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous renforce, donc ça peut faire aussi partie d'une évolution, d'un chemin, peut-être initiatique. Ce qui est un obstacle si on rentre dans le mur, mais si c'est finalement un trépied, un tremplin qui vous permet et vous invite à le dépasser,
c'est instrumental, comme disent les Russes, de votre propre croissance et de votre propre évolution. Donc c'est plutôt dans cette perspective-là qu'il faut, je crois, imaginer les choses. Évidemment, ne pas perdre confiance, au-delà de la confiance, avoir foi, bien sûr, et ne jamais baisser les bras. Pour rebondir sur cette foi et cette confiance en tant qu'éditeur, puisque c'était le début de votre question, oui, faire des livres comme on en a fait avec Brigitte Pietschak, avec ses auteurs. Mama Édition ne fait pas de produits, ce sont des livres et comme on dit des œuvres de l'esprit. Je ne fais pas ici de mysticisme, hein. Les œuvres de l'esprit c'est une dénomination qui existe même dans le code des impôts en France. Ce sont donc plutôt des enfants que l'on fait avec ces auteurs. C'est pourquoi il est très important pour nous de rencontrer ces femmes et ces hommes, dans le sens où ce manuscrit, on va l'amener de la crèche à la petite école, au collège, à l'université, avec des nouvelles éditions, des préfaces, des réactualisations. Et si on s'engage sur un livre, tout en refusant 99%, c'est parce qu'on se dit et qu'il est incontournable et qu'on est prêt à l'aider, le promouvoir, le porter, le défendre toute sa vie durant, pour toujours, sans limite de temps. C'est notre vision de l'édition avec Mishka Seliger-Châtelain, avec qui j'ai cofondé effectivement Mama Édition il y a bientôt 24 ans. Également éditrice et autrice. Voilà. Je vous remercie Tigrane pour cet instant et qu'il soit d'éternité. Laissez-vous voyager, laissez-vous initier avec 2 trilogies. Lisez Chaman par Tigrane. Merci.